Donc bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Alors donc je vais être debout finalement parce qu'on n'a pas assez de fauteuils. Donc je vous remercie d'être présent pour cette table ronde donc, sur les enjeux de la traduction entre les langues françaises et arabes. Et puis je suis ravie de lancer cette discussion sur la traduction comme outil de compréhension et de renforcement des échanges culturels, comme outil de promotion des livres et des idées aussi, et comme outil enfin de renforcement de la place de la langue française au sein d'environnements multilingues, ce qui est un des grands enjeux évidemment de ces états généraux du livre en langue française dans le monde. Donc on a plusieurs intervenants qui sont parmi nous aujourd'hui, institutionnels, éditeurs, traducteurs, universitaires, que je remercie tous d'être présents, ce qui va nous permettre d'aborder la traduction dans la diversité de ces enjeux qui sont extrêmement nombreux et qui recouvrent les conditions de production et de circulation des œuvres, les pratiques et les contextes géographiques variés que vos différents parcours vont nous permettre d'aborder, des processus historiques aussi qu'il ne faut pas laisser de côté, autant d'enjeux qui doivent être pris en compte et qui vont sans aucun doute résonner concrètement avec les différentes propositions du cahier de propositions dont vous avez a priori tous pris connaissance, au moins survolé, parce qu'il est assez complet. Donc chaque intervenant s'exprimera pendant les 5 minutes réglementaires. Et ensuite, on pourra ouvrir les échanges à la salle ainsi qu'aux personnes qui nous suivent en ligne. Donc je suis ravie en premier lieu d'accueillir Richard Jacquemont qui est avec nous en dernière minute, donc c'est une bonne surprise, qui est donc traducteur, qui est aussi nouveau lauréat du prix de la traduction Ibn Khaldun Senghor 2021 qui lui sera remis ce soir, donc bravo. Et je vous cède tout de suite la parole. Bonjour. Alors, juste pour introduire la discussion. Oui, alors donc peut-être que je vous lance un petit peu donc l'idée c'était d'avoir vraiment une introduction un peu contextuelle, évidemment, sur les flux de traduction entre le français et l'arabe pour évidemment resituer le propos et permettre les échanges ensuite. D'accord. Alors très rapidement. Une bonne image pour comprendre ça, c'est celle de l'échange inégal. L'échange inégal entre le français et l'arabe. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, parce qu'il y a peut-être 300 ou 400 millions de locuteurs de l'arabe, et ce qui semble a priori faire presque jeu égal avec le français, en réalité, les deux langues sont dans un rapport de très très grande inégalité au niveau des échanges aussi bien de livres que traduction sur tous les plans. C'est une inégalité qu'on peut mesurer de différentes manières. Et ce qui est intéressant pour nous, pour ce qui nous concerne, les enjeux de la traduction, c'est que ça va se manifester justement dans les échanges traductionnels et qu'on ne peut pas comprendre ces échanges traductionnels entre le français et l'arabe dans les deux sens si on ne part pas de ce constat de l'inégalité, du rapport de force inégal entre les deux langues, qui s'explique par des tas de conditions historiques, sociales, géopolitiques, économiques, etc., mais qui est une réalité tangible. Je vais en donner un exemple très parlant. Qu'est-ce qu'on traduit de l'arabe vers le français et qu'est-ce qu'on traduit du français vers l'arabe? La langue française étant une langue qui a un rayonnement mondial, même si elle est aujourd'hui très largement distancée par l'anglais, elle continue d'avoir ce rayonnement mondial. C'est la deuxième langue derrière l'anglais au même niveau que l'allemand en termes de sa diffusion.
Et donc, qu'est-ce qu'on traduit de ces langues qui ont un rayonnement mondial? On traduit de tout. C'est-à-dire que du français vers l'arabe, on traduit de tout. On traduit aussi bien de la littérature que des sciences humaines, que même des sciences exactes, que des livres pratiques, que des essais, de tout pratiquement. Toutes sortes de livres. De la même façon que, parce qu'en français, il s'écrit de tout et que l'arabe a besoin d'importer, le public arabe, le lecteur arabe a besoin d'importer toutes sortes de livres via la traduction. Donc il importe voilà, des choses très très variées. À l'inverse, qu'est-ce qui se traduit de l'arabe vers le français? Essentiellement deux choses. De la littérature, c'est du roman, de la poésie, et des livres autour de la religion. Littérature, pourquoi? Parce que, d'une manière générale, qu'est-ce qui se traduit des langues dites périphériques vers les langues centrales? L'arabe étant une langue périphérique, le français étant une langue centrale. Qu'est-ce qui se traduit? Essentiellement, aujourd'hui, du roman et accessoirement de la poésie quand il y a un espace pour ça. Parce que le roman, dans le marché éditorial mondial, c'est le genre littéraire, le produit éditorial qui qui peut toucher un large public en venant un peu de partout. Et ce qui fait qu'on peut même tirer une loi sociologique de la traduction qui est qu'en gros, plus une langue est périphérique, plus il y a de chances que la seule chose qui va se traduire à partir de cette langue vers le français, l'anglais, l'allemand, vers les grandes langues dominantes du centre, ça va tendre à se réduire au roman. C'est très simple. D'ailleurs, si vous vous promenez dans une librairie française, vous voyez qu'est-ce qui est traduit des langues lointaines comme l'arabe, même les langues européennes un peu périphériques. Qu'est-ce qu'on traduit du polonais aujourd'hui, à part de la littérature? Qu'est-ce qu'on traduit de l'albanais? Qu'est-ce qu'on connaît de l'albanais, à part Ismail Kadare, le grand romancier albanais, etc. etc. L'arabe, un peu dans la même situation, avec cette différence que l'arabe est aussi la langue d'expression de la religion musulmane, et qu'il y a de plus en plus des communautés musulmanes hors du Dar el-Islam, comme on dit en arabe, qui n'accèdent pas à la langue arabe et qui ont besoin de consommer, d'acheter, de se former, de se renseigner sur leur religion en français, en anglais ou dans les autres langues des lieux où ils vivent. Ce qui fait que, voilà, donc, qu'est-ce qu'on traduit de l'arabe vers le français aujourd'hui? Du roman, de la poésie et des livres religieux, essentiellement. Voilà. Et évidemment, donc, tout ça a une influence sur la manière dont les sociétés se perçoivent les unes les autres. Ça crée des lunettes particulières qui font que, sans surprise, c'est parce que c'est un peu une loi sociologique aussi, le dominé connaît mieux le dominant que l'inverse. C'est-à-dire que le lecteur arabe, s'il est cultivé, s'il a accès à ce grand marché de la traduction, il a accès à une connaissance du monde assez fine et variée, alors qu'inversement, le lecteur français, à quoi il a accès des sociétés arabes, des cultures arabes d'aujourd'hui? Très très peu de choses, et ce qui va dominer son appréhension de ces cultures, en fait, ne passe pas par la traduction. C'est ce qui est produit, c'est des représentations des savoirs qui sont produits en fait directement en français et en anglais par des experts, par ce qu'on peut appeler le champ orientaliste en général, et qui est un filtre assez extraordinaire de ce qui passe des sociétés arabes vers nous, vers les sociétés françaises en l'occurrence, ou européennes ou autres. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est intéressant de voir dans quelle mesure le fait d'analyser les flux de traduction permet, comme vous le dites dans vos travaux, de refléter vraiment les échanges culturels
de manière générale. Donc c'est vrai que c'est un prisme très politique que de s'intéresser aux questions de traduction. Et du coup, je vais laisser la parole à Raja Ben Slama, puisque vous êtes directrice de la Bibliothèque nationale de Tunisie depuis 2015. Vous êtes aussi professeure des universités, spécialiste de la civilisation arabe et traductrice. Et je crois que vous souhaitez revenir justement sur les liens entre les enjeux de traduction et les politiques publiques autour de logiques de domination politique, je vous cite, et de secondarisation de l'autre, si je ne me trompe pas. Merci. Est-ce que vous m'écoutez? Je vais un peu reprendre l'hypothèse de Richard Jacquemont que je cite dans mon article. Parce qu'il a écrit une recherche très éclairante sur cette inégalité entre les deux langues, arabe et française. Lorsque les politiques publiques font défaut, la logique de la domination politique prévaut. Le rapport de force inégalitaire élargit la même énergie d'occultation à tous les domaines et y maintient la secondarisation de l'autre. Monsieur Jacquemont parle de centre et périphérie. Donc, il s'agit dans tous les cas du centre et du secondaire, du primaire et du secondaire en même temps. Le secteur de la traduction illustre aussi cette hypothèse que je partage avec monsieur Jacquemont et que je livre au débat. L'hypothèse est la suivante, la première hypothèse est la suivante. Elle est confortée par les termes employés par le cahier des propositions que les organisateurs des États généraux viennent de publier. Ce document que je trouve complet signale l'hypertrophie des pays du Nord qui touchent en particulier le marché du livre en langue française. Ainsi structuré, je cite le cahier des propositions, l'Europe et l'Amérique du Nord représentent 95% de ses revenus, et la France, à elle seule, en concentre 85%. Donc, il s'agit du marché du livre francophone. À mon avis, le 5% est le chiffre de la domination qu'on retrouve un peu partout. Il me rappelle le pourcentage de la présence des femmes dans les médias tunisiens. On n'a pas dépassé depuis 2011 la présence des femmes dans les médias tunisiens n'a pas dépassé les 5%, 5-6% dans les études qui ont été faites. Il est de l'ordre de 5%. Comparaison n'est pas raison, évidemment, mais vous me direz ce que vous pensez de cette corrélation. Le premier indice de cette hypertrophie en matière de traduction apparaît dans l'analyse des flux de traduction. On a montré, à savoir vous avez montré que l'arabe est la 5e ou 6e langue la plus parlée dans le monde. Cependant, selon l'index Translationum de l'UNESCO, elle occupe la 17e place du point de vue du nombre de titres traduits de l'arabe et la 30e place du point de vue du nombre de titres traduits vers l'arabe. Je reprends là votre article, les flux de traduction entre le français et l'arabe depuis les années 80. Cela signifie que l'on traduit du français vers l'arabe beaucoup plus que de l'arabe vers le français. Les langues du Nord sont la visée des traducteurs, comme les pays du Nord sont la visée des migrants. La bibliographie nationale tunisienne recensant les traductions publiées en Tunisie donne les chiffres suivants. 33 ouvrages sont traduits du français vers l'arabe, donc en 2018, 53 en 2019, 28 en 2020. Dans l'autre sens, 2 ouvrages seulement sont traduits de l'arabe vers le français en 2018, 0 en 2019, 1 seul ouvrage en 2020. La disparité dans le flux de traduction n'est pas le seul aspect de la domination. Dans les traductions où l'arabe est la langue source, la production des pays du Moyen-Orient domine, au détriment des pays du Maghreb. Parmi les 425, à notre indice,
Parmi les 425 livres arabes traduits et publiés par la maison d'édition française spécialisée dans le livre arabe, Sindbad, fondée en 1995, nous comptons seulement 5 titres produits par des plumes tunisiennes. Les efforts de l'Institut national de traduction créé par l'État tunisien depuis 2006 sont louables, mais ne comblent pas cet écart. Cet orientocentrisme, on a souvent parlé d'eurocentrisme, mais il y a d'autres formes de centrisme dans l'orientocentrisme, est aussi vieux que la conquête islamique de l'Afrique du Nord. Il a été déploré dès le Xe et XIe siècle par des Andalous et des Ifriqiens, donc des habitants de ce pays qui s'appelait à l'époque Ifriqiya. L'histoire contemporaine a entretenu la marginalisation du Maghreb en imposant le stéréotype du Maghrébin exclusivement francophone. Or, le bilinguisme est une réalité sociale, une compétence intellectuelle et une capacité scientifique dans les pays du Maghreb comme en Tunisie. Enfin, nous savons tous que l'activité traductive est l'expérience primordiale de la réalité. Or, elle est secondarisée elle-même, voire marginalisée. Elle représente aussi 5% de l'activité éditoriale, d'après les cahiers. Les rentrées littéraires ne sont presque jamais annoncées par des traductions. Le métier de traducteur est à peine visible, à peine reconnu, y compris au sein des professions du livre. Je termine là. La réponse à ces disparités et à ces carences est de replacer la traduction au cœur de la coopération culturelle entre la France et les pays pratiquant le français comme deuxième langue. Face à l'évidence et à la force multiforme, comme vous voyez, de la domination, des rapports de domination, une politique volontariste commune s'impose pour instituer ce que l'on pourrait appeler l'équité traductive. J'ai inventé ce concept en parallèle avec l'équité vaccinale. C'est la mode. Qui fait l'actualité aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très intéressante, notamment sur les questions du bilinguisme, évidemment, et du plurilinguisme, qui sont vraiment des questions centrales dans le cadre de ces états généraux. Ça va me permettre de donner la parole à Sofiane Hadjadj, s'il est avec nous en ligne, puisqu'on va aller voir en Algérie, du côté donc d'un éditeur qui publie dans les deux langues, comment se posent ces enjeux de traduction entre le français et l'arabe. Est-ce que Sofiane est en ligne avec nous ? Bonjour, merci d'être avec nous. Donc vous êtes éditeur, cofondateur avec Selma Elal des éditions Barzac en Algérie. Voilà, ce serait très intéressant ici d'avoir votre point de vue sur ce qui vient d'être dit. Et je me permets aussi de vous livrer une phrase de Kamel Daoud qui nous a été dite en plénière ce matin, qui disait très justement lire Barzac en arabe, ça fait aussi partie de la francophonie. Voilà, donc je me permets de vous livrer ça et de vous laisser rebondir sur ces différents points. Et merci, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que le son passe bien ? On vous entend très bien. Ouais. Très bien. Très bien. Merci alors pour cette invitation à participer à cette table ronde. J'aurais bien aimé être parmi vous à Tunis, qui est une ville particulièrement chère pour moi, puisque j'y ai vécu de longues années. Et donc c'est une ville et un pays que je connais très très bien. Je voulais saluer aussi Richard Jacquemont et le féliciter à nouveau pour le prix reçu. Alors je ne sais pas si je ne vois plus par contre l'audience. Alors nous on vous voit très bien. Ah oui. Bon voilà, très bien. Voilà. On vous entend. Bon, très bien. Donc voilà, pour rapporter un peu quelques éléments de réflexion par rapport à ce sujet qui est tellement vaste et à dire vrai, depuis qu'on a commencé à travailler dans l'édition il y a 20 ans, c'est un sujet qui revient, hein, c'est évidemment une
préoccupation majeure dans nos pays, on va dire, les pays du Maghreb, les pays du monde arabe. Évidemment, ce qu'a dit Richard Jacquemont et ce qu'a dit aussi Madame Benslema aussi se recoupe et se recouvre et ça prolonge et ça ouvre plein de types de réflexions sur les questions voilà, d'inégalité, d'équité, de dominé, de dominant, etc. On sent bien que la question elle est aussi liée à un certain ordre du monde, à un certain état du monde, où évidemment il y a des pays dominants et puis des pays dominés, il y a des savoirs dominants et donc des langues dominantes, et il y a des pays qui sont en état de domination et on peut ensuite spéculer un peu plus politiquement sur ces questions. Toujours est-il, oui, la question du centre et de la périphérie donc, est centrale dans cette question-là. Et je disais, c'est une question qui se pose à nous depuis qu'on a commencé à éditer. Et à dire vrai, au jour d'aujourd'hui, je suis parfois tenté, enfin, on est très souvent perplexe, on est très souvent un peu démunis, on est un peu, pas abattu, mais disons, j'ai l'impression d'être, de ne plus savoir par où prendre la question, parce que dire les questions de domination, les questions d'équité, d'égalité, c'est des questions éminemment politiques, en effet, sur les questions des politiques publiques. Et en même temps, il y a un certain état du monde, et en même temps, il y a un certain état de nos sociétés qui autorise ou n'autorise pas un certain nombre de choses, un état politique de nos sociétés, un état sociologique, évidemment, démographique, et un état linguistique. Et donc, j'ai parfois le sentiment très, très fort d'être un peu, de ne plus savoir par où commencer. Alors, je dirais que pour essayer d'apporter juste un petit élément de réponse sur cette question de langue centrale, périphérique, etc. Il y avait, enfin en tout cas c'est ce qui m'a un peu structuré dans ma réflexion. Il y avait le livre que je considère vraiment être fondamental de Pascal Casanova, il y a une dizaine d'années, de feu Pascal Casanova, qui est décédée il y a 2 ans, qui a été vraiment une grande chercheuse en traduction notamment et qui a apporté beaucoup sur ces questions. Et elle avait fait ce livre qui avait fait grand bruit à l'époque, La République mondiale des lettres, où elle expliquait justement cette question de la périphérie et du centre et comment la littérature s'organisait dans le monde par ces phénomènes-là. Et comme l'explique très simplement et je pense très justement Richard Jacquemont, oui, du point de vue des langues comme les nôtres, ce qui nous reste, c'est la littérature. On intéresse l'autre, on intéresse les autres par notre imaginaire. On ne va pas les intéresser par notre savoir scientifique ou nos recherches académiques. On va évidemment les intéresser par le cinéma, l'art et le roman. Mais évidemment, cette question de la République mondiale des lettres, donc, elle postule qu'il y a un centre. Le centre, on va dire, c'est l'Occident. Et il y a une périphérie, des périphéries, l'Afrique, le monde arabe, l'Amérique latine, plus ou moins, etc. Et ce qui m'a un peu permis d'avancer dans la réflexion, c'est aussi les travaux d'un autre chercheur sur ces questions de langue et de réflexion sur l'état du monde linguistique et littéraire. C'est William Marx qui a inauguré une chaire au Collège de France, je crois l'an dernier, et qui a travaillé plutôt que sur la République des lettres, donc une question politique avec un haut, un bas, une question verticale. Lui, il dit maintenant il faut intégrer la bibliothèque mondiale des lettres. Il ne s'agit plus d'une république, mais c'est une bibliothèque mondiale où il n'y a plus un centre et une périphérie, mais il y a une bibliothèque dans laquelle on va piocher. Et il ne s'agit plus de savoir si Marcel Proust est supérieur à Naguib Mahfouz, mais de dire que dans cette bibliothèque, eh ben, on a Proust, on a Beckett et on a Naguib Mahfouz, on a Darwish et on a Octavio Paz et on a René Char. Et donc cette façon de considérer les choses pourrait peut-être créer une sorte de démocratie, une sorte de quelque chose un peu plus d'horizontal et qui nous permettrait surtout d'être moins angoissés face à cette question de la traduction. Parce que l'angoisse, elle est laquelle? Elle est de se dire du point de vue en tant qu'arabe, en tant que maghrébin, qu'est-ce que je dois traduire vers les langues en Algérie? Les langues en Algérie, c'est déjà un pays plurilingue, où il y a la langue arabe qui est majoritaire, il y a la langue française qui est héritage de la colonisation, et il y a aussi bien évidemment le berbère, l'amazigh. Qu'est-ce qu'on traduit? Vers quelle langue? Est-ce qu'on traduit le savoir, les livres scientifiques, le droit, les ouvrages d'histoire de l'art? Est-ce qu'on traduit la littérature? Par où commencer? Par où commencer au moment où, comme on le disait avant, la bibliothèque du gentilhomme ou de la gentille-dame, aujourd'hui on dirait, ce n'est plus comme avant, ce n'est plus simplement 100 livres, 1000 livres. Aujourd'hui on publie plus d'1 million de livres par an
alors que jusqu'à il y a un siècle, la Bibliothèque mondiale du monde comprenait 1 million de livres. Donc la question, elle est vertigineuse et elle peut être tétanisante. Qu'est-ce qu'on doit traduire? On doit traduire, nous, on fait le pari qu'en effet, la littérature est peut-être la chose la plus intéressante, peut-être la chose la plus pertinente pour nourrir, pour offrir à nos lecteurs, à nos lectorats, comment le monde s'écrit. Et à mon avis, le monde s'écrit de la manière la plus innovante, la plus créative, la plus intéressante pour nous, par le roman, par la poésie, par la nouvelle. C'est là où s'inventent des nouveaux mondes en vérité. Les nouvelles langues, les nouvelles écritures du monde, c'est elles qui inventent le monde de demain, par la polyphonie, par tout un tas de registres d'écriture, et qu'on trouve à la fois en Europe, en Occident et en l'occurrence en France, qui a été un des grands pays de la République mondiale des lettres. Le 19e siècle et le 20e siècle, la littérature française était majoritaire, majeure. Aujourd'hui, peut-être qu'elle est encore en train d'être déclassée par rapport à la langue anglaise, mais elle reste quand même, elle jouit d'un prestige. Et en même temps, dans cette littérature française, il y a toute une rénovation de la langue, de l'écriture, d'invention de formes. On ne citera que, par exemple, l'autofiction ou le nouveau roman. Et donc, ce sont des choses qui doivent passer dans la langue arabe. On doit se nourrir de cette chose-là. Et dans l'autre sens aussi, on a le sentiment que dans la langue arabe, dans les langues arabes, parce qu'évidemment, le monde arabe est en pluriel, il y a des langues arabes, il y a aussi une énergie créative dans la création littéraire, dans le roman, dans la poésie, beaucoup, qui donne de grandes œuvres, de grandes figures littéraires et qui sont nécessaires à faire passer de l'autre côté. Alors, je dirais, de mon point de vue, en tant que simplement acteur de l'édition, et donc je ne suis pas un acteur institutionnel, je ne suis pas dans la recherche, je ne suis pas un traducteur, je suis simplement quelqu'un qui édite 15 ou 20 livres par an, et parmi ces 20 livres par an, il y en a quelques-uns en français directement, d'autres en arabe directement, et puis certains qui sont dans des traductions d'une langue vers une autre. Alors, juste pour conclure, le choix qu'on a fait depuis quelques années, c'est par exemple de se concentrer sur des textes français, francophones, qui traitent de la révolution algérienne, qui traitent de la guerre d'Algérie, dans la question de la mémoire Algérie-France, mémoire partagée, mémoire en commun, mémoire reconnue, mémoire oblitérée. On considère, il y a depuis une dizaine d'années en France un certain nombre de nouveaux écrivains en France, j'en citerai 2 ou 3, comme Laurent Mauvigné ou Jérôme Ferrari, ou Joseph Andras, qui ont apporté véritablement un sang neuf dans l'appréhension qu'a la littérature française du conflit et de la guerre et de la question coloniale en Algérie, avec des œuvres vraiment pour moi majeures. Et on a fait le choix de se concentrer sur la traduction de ces œuvres-là vers l'arabe pour proposer au lectorat algérien arabophone de découvrir comment on écrit. C'est pas le quoi qui nous intéressait là-dedans, c'est plutôt comment on appréhende les choses et d'offrir de nouveaux outils littéraires pour appréhender cette question d'histoire, mais appréhender le réel. Et ça peut servir pour le lectorat, pour les écrivains arabophones, de comprendre ce qui se passe. Et donc, on a traduit Où j'ai laissé mon âme, par exemple, de Jérôme Ferrari, qui est un livre qui traite sur la bataille d'Alger. On a traduit aussi vers l'arabe le roman de Joseph Andras, de mes frères... Pardon, le titre m'échappe, de nos frères blessés, donc on l'a traduit aussi vers l'arabe, et on a traduit par exemple un ouvrage de Éric Vuillard, Congo, qui traite sur la question coloniale en Afrique au XIXe siècle, on l'a traduit dans une édition bilingue, donc je crois qu'on fait un tout petit travail comme ça, de passeur, de passage vers cette bibliothèque mondiale des lettres. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de sortir, parce que Rajab El-Sama a insisté sur cette question de l'équité, de l'inégalité, de cette question de la domination, et qui est douloureuse à vivre. Et je crois que pour sortir de cette douleur et de cette problématique politique, la juste vision qu'on pourrait avoir des choses, et la seule chose pour laquelle qu'on pourrait promouvoir, c'est promouvoir la Bibliothèque mondiale des lettres et sortir de la République des lettres, avec ce centre et cette périphérie, et aller vers une bibliothèque commune au monde entier. Mais bon, c'est peut-être un vœu pieux, c'est peut-être quelque chose de simplement utopique, c'est peut-être... voilà, on peut rêver, mais justement, peut-être que les éditeurs, ici et là, à Rabat, à Beyrouth, à Damas, chacun fait sa petite œuvre,
et essaye de traduire dans un sens et dans l'autre, et participer à constituer un peu même pas ce patrimoine commun, c'est une bibliothèque. Voilà, c'est une bibliothèque dans laquelle on va aller piocher, mais dans une bibliothèque, il y a les livres qui sont beaucoup consultés, et puis il y a les livres qu'on consulte une fois tous les 10 ans, les bibliothécaires le savent. C'est un risque, c'est le pari à faire. Merci beaucoup pour cette proposition, puisqu'on est aussi là, évidemment, pour formuler des propositions aussi utopiques soient-elles, en tout cas en résonance avec ce fameux cahier de propositions qui a été publié dans le cadre des États généraux. Donc on vient de parler avec vous du contexte algérien. Vous posiez justement la question que traduire. Donc je me tourne vers vous, Simon Djokas, pour savoir justement qu'en est-il au Québec. Que traduisez-vous? Comment vous positionnez-vous par rapport à cette articulation entre les langues françaises et arabes? Je rappelle que vous êtes président sortant de Québec Éditions et directeur des éditions Les 400 coups. Merci Géraldine. Écoutez, je ne sais pas trop où commencer parce que les interventions de mes collègues animent ma réflexion à fur et à mesure que le temps avance. Je pense que ma première réflexion, ce serait, avant de vous parler de la situation des 400 coups du Québec et du monde arabe, c'est peut-être que si vous voulez que les choses changent, il faut arrêter de parler de votre relation avec la France et de commencer à parler de vos relations avec la francophonie. Si tout se fait toujours par rapport avec la France, et que la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Québec, le Canada français, Haïti ne fait pas partie de la réflexion, on n'en sortira jamais. Parce que, comme le disait si bien tout à l'heure, le dominant, ça ne le dérange pas de se faire gratter le bout du pied par les petits joueurs. Mais quand les petits joueurs ensemble se tiendront, là, le grand joueur va trouver ça un peu plus difficile. Alors, ça, c'est ma première réflexion. Ensuite, pour revenir à moi, particulièrement éditeur d'albums jeunesse, albums illustrés, les 400 coups ont eu, via la foire du livre de Sharjah, une première occasion de rencontrer des éditeurs arabes qui venaient d'un peu partout. Et ça a été pour moi une découverte, premièrement, de l'intérêt pour l'album jeunesse, l'album illustré. C'est d'ailleurs en Égypte que j'ai vendu le plus de titres présentement à ce jour. Ce n'est pas en Chine, ce n'est pas en Corée, ce n'est pas en Italie. Je ne vends pas des droits en France puisque je vends mes livres sur le territoire français. Donc, les pays arabes ont faim de ça et je veux parler de cette réciprocité parce qu'elle est importante. Et du point de vue des 400 coups, et je pense que pour la majorité des éditeurs, la réciprocité est affaire parfois de raisons économiques. C'est-à-dire qu'il y a des pays où la structure de subvention de l'État rend rébarbatif la notion d'aller chercher des titres de d'autres pays. Donc déjà, ça peut être une raison. La deuxième, qui n'est pas anodine, c'est qu'en tant qu'éditeur, on choisit une ligne éditoriale. Et je ne démords pas de ma ligne éditoriale. Alors, un éditeur congolais, italien ou malgache qui me montre un livre d'album illustré qui ne correspond pas à ma ligne éditoriale, je ne le ferai pas parce qu'il est malgache ou togolais ou burkinabé. Je ne le fais pas parce que ça ne correspond pas à ma réalité. Mais cela dit, nous avons tout récemment publié un livre qui vient d'une maison d'édition iranienne. Donc, on est passé du farsi au français. Pourquoi? Parce que ce texte-là, ces illustrations-là correspondaient à notre réalité. Maintenant, le problème, c'est peut-être qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ont une réalité semblable à la mienne et je ne les connais pas. Je dis souvent que dans ma réalité éditoriale, je ne veux pas imposer mes livres à qui que ce soit. Je veux entendre quelqu'un me dire « j'aime ton livre » ou « je n'aime pas ton livre », mais j'aimerais savoir qu'il l'a vu. Et la problématique au départ, c'est de ne pas l'avoir vu. Comment traduire un livre de l'arabe vers le français si je ne sais même pas qu'il existe, ce livre-là? Comment savoir? Alors, il y a, je pense, un travail phénoménal à faire, mais qui est entamé par des structures comme Sharjah, comme cette rencontre, comme les moyens qu'on peut mettre de l'avant à petits pas pour bâtir ces ponts, pour faire découvrir la littérature de l'autre et, idéalement, la traduire. Alors, pour moi, je pense qu'il y a une réalité qui est jouable. Je repense souvent aussi à... Parce que la réalité dont on parle, qui est
arabo-francophone dans ce cas-ci, ben, elle est vraie aussi chez nos communautés autochtones. La communauté autochtone canadienne a été effacée plus ou moins, et pourtant, le Québec a 11 communautés autochtones officielles avec leur langue, leur culture. On publie, on commence à entamer la notion de publier leurs œuvres, de les retrouver en français, de les entendre. Alors, vous pouvez être certain qu'on est loin encore de se dire on va aller voir ce qui se passe du côté du Maghreb, alors qu'on a tellement de travail à faire chez nous. Mais je pense que tout ça, ça fait partie d'une même réalisation, c'est-à-dire que le livre, la langue, les langues, c'est une façon de mieux se connaître, de mieux s'apprécier, de reconnaître nos différences, mais surtout combien on se ressemble. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup. Donc après ce passage au Québec, je vais me tourner vers vous, Bassam Baraké. Vous êtes professeur de linguistique à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Beyrouth, et vous êtes aussi secrétaire général de l'Union des traducteurs arabes au Liban. Je vous laisse réagir aux différentes interventions qui viennent d'être proposées. Oui, vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord parler du paysage de la traduction dans le monde arabe. En fait, depuis l'an 2000, ce paysage a profondément changé. Et il est passé d'un produit de dilettante à un produit que je pourrais appeler un produit d'industrie. La traduction dans le monde arabe, dans les grands centres de traduction, est devenue comme une industrie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Organisation arabe de traduction, qui est sise à Beyrouth, à partir du moment où elle a été fondée, c'était en l'an 2000, une nouvelle politique de traduction a été adoptée et le livre qui sort de l'organisation, ou qui sortait, et maintenant il sort toujours de l'Organisation arabe de traduction, passait par plusieurs étapes. Il y a d'abord une commission qui choisit l'ouvrage de la langue étrangère, que ce soit du français ou de l'anglais, et d'autres langues aussi. Donc il y a une commission qui choisit l'ouvrage. Cette même commission choisit 3 traducteurs. Le conseil de l'organisation choisit un de ces 3. Puis après, le traducteur fait son travail. Après, il y a une révision de la traduction. Puis après, une révision de la langue arabe. Puis après, une documentation et ainsi de suite. Donc, il y a une chaîne de production. Le livre traduit n'est plus diffusé ou publié comme avant. C'est-à-dire, on donne le livre français ou anglais à un traducteur et le traduit, on révise le texte arabe et on le publie. Non, maintenant, c'est devenu comme un objet industriel qui sort d'une chaîne d'action. Je donne comme exemple, moi-même, il y a 4 ans, j'ai fini avec un collègue de Paris la traduction d'un ouvrage qui est d'une grande encyclopédie qui s'intitule Vocabulaire d'esthétique. Ça fait, dans le livre, ça fait plus de 1500 pages, mais en réalité, si on compte les pages à 300 mots par page, c'est à peu près 3000 pages. Donc, il y a 4 ans, on a fini la traduction de cet ouvrage. Jusqu'à maintenant, il n'est pas sorti. Parce que pendant ces 4 ans, il passe dans la chaîne d'action. Il y a révision de la traduction, il y a révision ou rédaction de la langue arabe, puis après documentation, homogénéisation des noms propres et ainsi de suite. Donc, le paysage de la traduction dans le monde arabe, je peux dire qu'elle est en bonne santé. Les 2 années qui viennent de s'écouler ont vu un ralentissement de la traduction, bon, ainsi dans tout le monde, mais actuellement, on voit une relance de la traduction. Je voudrais parler aussi d'un fait qui est important, c'est que dans le temps, on traduisait du français dans les pays francophones, c'est-à-dire le Maghreb, le Liban, un peu la Syrie, un peu l'Égypte. Mais actuellement, et selon mes investigations, on trouve que
dans les pays du Golfe, on porte un grand intérêt à la traduction d'ouvrages français. Alors, la raison pour cela, c'est d'une part l'ouverture des pays du Golfe à d'autres pays que les pays anglophones, et d'autre part, c'est le fait qu'après les événements de Syrie, un grand nombre de professeurs syriens ont quitté la Syrie et sont allés dans le Golfe, dans les universités du Golfe. Et là-bas, ils ont présenté des demandes de traduction à l'université et ils ont traduit des ouvrages. Là, on tombe dans un problème, c'est que les ouvrages traduits là-bas où à peu près dans tout le monde arabe, ne sont pas bien diffusés. L'ouvrage qui est traduit, par exemple, en Arabie Saoudite, n'est pas, on ne le trouve pas, par exemple, au Maroc ou en Algérie, ou même parfois au Liban. Donc, il reste sur place. Il y a les salons d'exposition du livre qui se passent dans les différentes capitales arabes. Il y a, le livre circule dans ces capitales, mais le problème avec le Covid-19, il n'y a plus de salon, donc l'ouvrage traduit reste là où il est. Il y a encore un fait que je voudrais soulever, c'est dans les recommandations de ces États généraux. Dans les recommandations, si on les lit, on trouve d'abord, on parle du livre, puis après on parle du livre français. Et on s'arrête là, on ne dit pas du livre français et plurilingue, surtout parce en langue française. De livres en langue française. Et on ne dit pas d'autres langues. Ce matin, il y a, je pense que c'était Akram, qui a dit une idée qui est passée inaperçue, qui est très importante, c'est qu'on peut lire en arabe un livre francophone ou un livre en français, ou un livre français. C'est-à-dire que lorsqu'on traduit un livre français en arabe et qu'on le lit en arabe, cela ne veut pas dire qu'on lit uniquement l'arabe. On lit aussi ce qu'il y a derrière, toute l'intertextualité de la langue française, toute la culture française. Donc, M. Macron a parlé de francophonie et plurilinguisme, donc il a ajouté et d'autres langues. Donc, je pense que dans les recommandations, si on pourrait ajouter et d'autres langues, ce serait très bien, parce que la francophonie seule, et ça c'est une idée que je dit depuis une trentaine d'années, la francophonie seule ne survivra pas. La francophonie n'est pas un îlot isolé dans un désert, dans un océan ou une oasis dans un désert. Non, la francophonie doit être partenaire des autres langues, principalement de la langue arabe. Je ne sais pas si j'ai fini mon temps, je peux encore toujours parler. Je suis une piètre modératrice, donc j'ai un peu Je lâché le regard sur l'horloge. Après, selon les discussions. Mais vous avez encore une minute, je dirais. Si vous le souhaitez. Je peux encore. Si vous le souhaitez, vous avez encore une minute, il faut qu'on oui, en fait, il y a encore une idée importante, c'est qu'on en parle ici dans les recommandations, mais assez peu, selon moi. Le livre, c'est un objet mort. Il existe dans la bibliothèque. C'est un objet mort, ce sont des feuilles de papier, et c'est tout. Qu'est-ce qui fait vivre le livre? C'est le lecteur. Donc, c'est le lecteur qui fait vivre le livre, et le livre n'existe pas sans le lecteur. Donc, il faudrait travailler sur le lecteur, sur cette nouvelle génération, sur les jeunes, et les pousser à lire, parce que la vie du livre dépend de la lecture. Et le deuxième point aussi, c'est que le lecteur en lui-même, il lit dans sa langue maternelle, il comprend rapidement, mais quand il lit dans une langue étrangère, il n'est pas à l'aise. Il y a beaucoup de choses qui lui échappent. Donc, si on traduit dans sa langue maternelle, c'est très bien pour lui, et comme cela, il aura plus de connexion avec les autres cultures. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, et ça, je l'ai dit il y a une vingtaine d'années à l'UNESCO, le livre traduit n'aura pas d'avenir. Sauf si le livre traduit, je le considère comme étant un maillon dans une chaîne.
Il y a le livre traduit, mais il y a ce qui est en linguistique et en critique littéraire, on parle de l'avant-texte et de l'après-texte. Bon, le livre traduit, c'est un texte, mais qu'est-ce qu'il y a eu avant? Pourquoi il a été traduit? Et qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'on a fait de ce texte? Il est resté dans la bibliothèque, il y a des gens qui ont lu, et c'est tout. Si c'est seulement cela, je pense que ça n'aboutira pas à beaucoup de choses. Il faut que le livre traduit entre dans une série de discussions, d'études, de recherches, et ainsi de suite. Je peux dire une dernière idée? Oui, seulement une dernière. Assez rapidement, parce qu'on va vraiment finir par Une dernière. Si on traduit du français vers l'arabe, c'est uniquement parce que les traducteurs connaissent des auteurs français. Si on ne pousse pas les jeunes diplômés arabes à connaître des jeunes diplômés français et des jeunes auteurs français, on n'aura pas de livres français traduits, on aura seulement des livres anglais. Donc ça, moi-même, j'ai traduit un ouvrage d'un professeur d'Ottawa, de l'Université d'Ottawa, Charles Leblanc. Comment ça s'est fait? Je l'ai connu. J'étais à un colloque, on me l'a présenté et on m'a dit il a sorti un livre, Le complexe d'Hermès, qui est très bien sur la traduction. Alors j'ai dit donc cet ouvrage doit être intéressant. Je l'ai lu, je lui ai demandé si je peux le traduire. Je l'ai traduit. Puis après, il a sorti un autre livre, Histoire naturelle de la traduction. Je l'ai retraduit parce que je connais l'auteur. Voilà. J'ai encore d'autres idées, mais je laisse. J'imagine. Merci beaucoup. Non, je retiens en partie de ce que vous dites. L'importance du lectorat, en effet, qui est centrale et qui sous-tend évidemment toutes les tables rondes de ces journées des États généraux. Et puis, évidemment, l'importance du public jeune qui transparaît dans certaines de vos interventions. Pour terminer, je vous laisse la parole. Faiza El Kassem, vous êtes professeure à l'Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Vous êtes traductrice et traductologue et présidente du jury du prix Ibn Khaldun Senghor, reçu par Richard Jacquemont cette année. C'est bon? Oui, on vous entend. Oui, alors je voulais juste rebondir. Quand l'éditeur de Balzac a dit « Qu'est-ce que nous traduisons ?» il n'a pas cité les ouvrages de littérature francophone qui sont écrits par des auteurs algériens et que ne connaît pas tellement le public au Moyen-Orient. Et il y a quelque chose qui s'est passé avec le livre de Kamal Daoud, Meursault contre enquête, qui a été traduit en arabe au Liban et les traducteurs, il y a 2 traducteurs qui l'ont traduit, qui ont massacré le texte parce qu'ils ne l'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris l'intertextualité qui était dans le texte. Ils ne sont pas allés voir le livre de Camus. Ils n'ont pas compris les noms des lieux, etc., etc. Et l'auteur avait voulu traduire ce livre dès sa sortie en 2013. Et il avait dit qu'il n'avait pas trouvé de traducteur algérien professionnel. Il a bien dit un traducteur professionnel. Et je ne sais pas comment cet ouvrage, d'ailleurs, qui a été publié par Balzac et la maison d'édition libanaise Al-Jadid, a atterri au Liban et a été massacré. Donc j'espère que les éditions Balzac vont commander une retraduction. Parce que c'est dommage qu'un auteur comme Kamal Daoud et tous les auteurs algériens qui écrivent en arabe, qui écrivent en français, et d'autres auteurs qui écrivent en anglais, ne soient pas connus dans le monde arabe. Donc il n'y a pas simplement le flux, les échanges entre la France et les pays arabes, mais il y a aussi à l'intérieur des pays arabes, où ça ne circule pas, où il y a un mur, vous voyez. On laissera peut-être. Il s'est atténué, certes, mais il existe toujours.
on laissera peut-être Sofiane Hadjadj réagir si on en a le temps ensuite. J'aimerais bien, oui, voilà. Le temps que, je vous laisse. Ce serait intéressant. Bien sûr, je vous laisse Vraiment, prendre. Parce que c'est dommage. Et moi, je me rappelle, j'animais un séminaire à l'université Saint-Joseph en traduction, et je leur avais donné un texte de Kamel Daoud. Et c'était la première fois que les étudiants libanais découvraient cet auteur. C'est incroyable, tu vois. Bon. Pour ce qui est des politiques linguistiques dans le monde arabe, il n'y a pas une vision claire. Et il n'y a pas de budget alloué à la traduction. Et quand bien même M. Bassam Baraké a parlé de l'OAT, qui était une force de frappe extraordinaire quand elle publiait les traductions, on les retrouvait dans le monde arabe, dans tous les pays du monde arabe, et pas seulement, dans certaines librairies de détail en France et en Amérique latine. On les trouvait. Maintenant, l'OAT traverse des problèmes financiers. Et donc, la production a baissé. Et si je crois savoir qu'il n'y a plus de révision. La révision se fait sur place. Alors que tous les ouvrages traduits, moi j'ai traduit 2 ouvrages pour cette organisation en traductologie, ils ont été révisés aussi. Vous voyez, c'était quelque chose de très professionnel qui se faisait. En Tunisie, le Centre national de traduction a un budget qui est alloué par l'État tunisien. Mais le problème de ces centres, c'est que c'est la distribution. Et cette distribution, en fait, n'a lieu surtout que durant les foires qui se tiennent un peu dans le monde arabe, en Égypte ou ailleurs. Et là, on trouve les livres qui viennent de Tunisie, d'Algérie, etc. On les trouve. Et si le livre paraît 6 mois avant la foire, eh ben, il n'a pas d'existence, c'est vrai. Il est dans un instant comme ça, voilà, de stand-by. Voilà. Donc, pour refroidir un peu, je suis désolée de vous dire quand même que le pourcentage. C'est vrai que la traduction littéraire a un prestige extraordinaire puisqu'elle nous permet, comme tu dis, de connaître la vie des gens dans tel ou tel pays, etc., etc. Mais quel est le pourcentage des ouvrages littéraires traduits face aux textes juridiques, pragmatiques, de sciences, etc. Très peu, très peu. Mais c'est le prestige, c'est ça, vous voyez. Alors moi, en ce qui me concerne, je travaille avec 2 universités libanaises, l'ESIT, l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs, et l'Université de Paris Diderot, sur un projet, une base de données gratuite, sur open source, gratuite, évolutive, sur les termes de la traductologie, en 3 langues, français, anglais, arabe. Pourquoi ? Parce que la pensée scientifique ne doit pas surtout être produite uniquement en anglais, mais dans d'autres langues, dont le français et l'arabe. Et on sait très bien que la traduction des termes traductologiques, il y a plusieurs orientations traductologiques et il y a plusieurs façons de dire, de reformuler, puisque la traduction des sciences humaines, ce sont des raisonnements. Ce n'est pas je plaque des mots, je traduis mot à mot, etc. C'est une autre façon de réfléchir. Et nous revisitons la terminologie qui a été faite par Delille en 1999, nous la revisitons, et grâce à toutes les traductions, tous les ouvrages de traductologie que nous trouvons sur la toile, nous arrivons, si vous voulez, c'est une analyse de corpus,
à tirer les définitions, le contexte. On donne toujours des exemples authentiques et en même temps, on a des hyperliens qui nous renvoient à des synonymes, des quasi-synonymes, etc., puisque les traductologues ne sont pas toujours d'accord sur le même concept. Voilà. Donc à peu près, c'est ce travail, si vous voulez, sur la pensée scientifique qui doit être multilingue et qui ne doit pas dépendre uniquement de l'anglais. Ouais, bah c'est très intéressant. Je pense que ça résonnera beaucoup avec une table ronde qui a lieu demain aussi sur les enjeux plus spécifiques aux sciences dites dures et aux sciences humaines et sociales. Et justement, cette question de la francophonie scientifique s'y posera, je pense, de manière très forte. Je vous remercie pour vos interventions. Peut-être qu'on peut ouvrir, je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais peut-être qu'on peut ouvrir les questions à la salle ou aux personnes qui nous suivent en ligne. Je ne sais pas s'il y a des questions éventuellement qui se sont... Alors, je ne sais pas si on a un micro pour la salle, peut-être. Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant de formuler votre question? C'est ça. Merci. Je m'appelle Malik Ba. Je suis le directeur général adjoint de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique en Guinée. Je voudrais partager avec vous un autre type de traduction, cette fois-ci qui ne soit pas des romans ou des albums, mais qui touche le curriculum. En Guinée, nous avons ce qu'on appelle des écoles franco-arabes. Dans ces écoles cohabitent deux types de curriculum. Il y a le curriculum des écoles laïques, où on enseigne français, mathématiques, physique, chimie, histoire, géographie, et le curriculum des filières franco-arabes, où les mêmes matières sont enseignées, mais en plus, il y a l'éducation islamique et la langue arabe, en termes de vocabulaire, ainsi de suite. Maintenant, les Français comme histoire, géographie, éducation civique et morale, qui ont les mêmes contenus que les écoles laïques, sont enseignés dans les filières franco-arabes en langue arabe. Donc, il y avait nécessité de les traduire en langue arabe pour que les enseignants les enseignent en langue arabe. Parce qu'avant, c'est l'enseignant qui les traduisait d'abord en langue arabe avant de les enseigner. Souvent, il y avait des problèmes de déformation, il fallait harmoniser tout cela. Donc, on a traduit pour ces trois disciplines tous les concepts scientifiques en langue arabe. Et on a produit des guides méthodologiques, comment les enseigner. Et on est en phase d'élaboration des manuels scolaires dans ces disciplines. Donc, c'est dire qu'après la formation des formateurs, donc en Guinée, nous avons des profs d'université, de lycée qui ont étudié en Égypte, en Jordanie, un peu partout, qui ont aidé à faire ces traductions-là. Donc c'est un modèle de traduction qui ne soit pas des romans ou des albums, mais qui touche carrément le curriculum chez nous en Guinée. Je voudrais partager ça avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'imagine que ça résonne aussi avec ce que vous présentiez, Faiza, à l'instant. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir? Est-ce que vous pouvez utiliser votre micro, s'il vous plaît? Voilà. Vous dites on traduit vers l'arabe toutes ces matières. C'est très intéressant. Mais en fait, qui traduit? C'est les profs? C'est des professionnels? C'est qui? C'est des profs, des pédagogues qui ont étudié la langue arabe et qui connaissent ces disciplines, qui assurent la traduction cela à des profs d'université chez nous. Oui. Des profs de lycée en situation de classe ou des pédagogues qui connaissent les deux langues pour la traduction. D'accord. OK. Et est-ce que vous vous inspirez de livres directement écrits en arabe, par exemple, ou vous voulez uniquement traduire les livres français en arabe? Je ne voulais pas trop répondre à ça parce que moi, je parle arabe. Ah oui. C'est les spécialistes de la langue qui font la traduction. D'accord. Donc, je coordonne le processus. Merci. Juste avant de redonner la parole à la salle, je me demandais si Sofiane Hadjadj, du coup, était en ligne pour qu'il puisse quand même réagir à ce que vous aviez pointé sur la question de la traduction de Kamal Daoud. Je ne sais pas s'il est encore en ligne ou pas. Oui.
Peut-être qu'on peut lui donner la parole parce que j'imagine qu'il souhaiterait réagir. Sofiane, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Voilà, oui, je vous entends. J'imagine que vous souhaitez peut-être réagir donc à ce que disait Faiza El-Kassem sur la question de la traduction en arabe de Meursault contre enquête. Si vous avez oui, alors entendu ce qui a été oui, dit. merci de me donner l'occasion de répondre et en effet de soulever un problème. Pour revenir sur cette expérience qui a été un peu malheureuse et on le sait très très bien, enfin il y a plusieurs choses dans l'intervention qui a été faite. Il y a la question de la littérature francophone du Maghreb qui est très peu connue dans le monde arabe et quelles sont les modalités de traduction. Et en l'occurrence, ce texte que nous avions publié en 2013 ici en Algérie, nous avions un rapport privilégié avec l'éditrice libanaise que nous connaissions et qui est assez connue aussi, que Richard Jacquemont par exemple connaît, qui est Rachel Amir de la maison d'édition d'Al Jadid. Et en vérité, voilà aussi un cas où la question du centre et de la périphérie existe, parce que de la même manière, tout à l'heure, on parlait de cette notion-là, la centre et la périphérie existent aussi à l'intérieur du monde arabe. C'est-à-dire que l'Algérie ou le Yémen sont considérés étant à la périphérie du centre de l'édition arabe, qui serait l'Égypte et le Liban, en gros ce binôme, qui serait, parce que les choses peuvent se reconfigurer, notamment avec l'apparition des pays du Golfe depuis quelques années qui investissent massivement en termes de financement de l'édition et de la traduction, et donc qui un peu perturbe l'équilibre du marché. Mais disons que jusqu'à il y a encore quelques années, donc nous étions dans cette position où un éditeur libanais nous propose de faire cette traduction et où nous avions laissé cet éditeur libanais faire sans avoir la possibilité de relire, et ça a été une erreur, je crois, de notre part. D'une certaine manière, on était un peu content qu'un éditeur libanais s'intéresse à ce texte, et donc nous avons laissé les choses faire. Et c'est là où on se rend compte que des dysfonctionnements, c'est là où on se rend compte que aussi de la question de la qualité des traductions. Évidemment, c'est pas parce qu'on traduit que cela est vertueux, et c'est un contre-exemple parfait. Et je crois que c'est une expérience assez malheureuse pour nous. Et j'aimerais rebondir et finir très brièvement. Nous sommes en train de faire un projet de traduction d'une autrice algérienne qui est Kautar Adimi, qui publie en France au Seuil. Et on a un partenariat à nouveau avec un éditeur arabe qui est Dar al-Athar, qui est en Arabie Saoudite. Mais il se trouve que le lien a été très particulier parce qu'un des éditeurs de cette maison d'édition est algérien, Mohamed Yakhlef, est un Algérien, et c'est la raison pour laquelle il s'est intéressé à ces textes-là, parce qu'il s'intéresse à d'autres auteurs algériens francophones. Et c'est ce que a dit un des intervenants. En effet, comment susciter le désir de traduire d'une langue vers une autre si celui qui promeut le projet de traduction ne s'intéresse pas à ces textes-là? Et donc, en effet, là, on a l'occasion d'avoir quelqu'un qui est éditeur algérien, qui travaille dans une maison d'édition saoudienne et qui veut traduire du français algérien vers l'arabe. Et donc, tout d'un coup, la discussion est beaucoup plus fluide et beaucoup plus équitable, beaucoup plus égale, puisqu'on a d'emblée, j'ai posé la question, qui va traduire, et il est hors de question de confier la traduction à quelqu'un d'autre qu'un éditeur, non pas algérien, mais au moins du Maghreb, qui a en effet connaissance au moins des questions de toponymie et des questions d'homonymie, à savoir des noms et les lieux, au moins ces questions, ces considérations historiques, puisqu'en l'occurrence, ce roman Nos richesses se passe entre les années 30 et aujourd'hui en Algérie, et revisite une partie de l'histoire coloniale française à travers des figures comme Camus ou d'autres. Et donc voilà, c'est un exemple parfait qui montre qu'on a retenu, je dirais, la leçon, mais peut-être aussi étons-nous aujourd'hui plus en position, je dirais, dans la balance, en poids d'exiger que la traduction soit revue ou soit faite en même temps, ensemble, par les deux partenaires, et en même temps d'exiger d'avoir un droit de regard sur le traducteur et sur la traduction en l'occurrence. Mais ça pose à la fin aussi la question de la formation des traducteurs, la question de qui peut traduire quoi, comment relire, quelles sont les instances, quels sont les moyens financiers dont on dispose pour relire
une traduction pour la corriger, etc. Ça pose des questions en boucle et on est totalement là, pour le coup, déséquilibré face à des machines éditoriales aux États-Unis, en France ou en Allemagne, où on voit bien quand ils s'emparent d'un texte, non seulement ils bénéficient de soutien public pour le traduire, mais en même temps aussi, ils ont des moyens financiers pour faire tout le package éditorial, à savoir la relecture, la correction et le travail de révision éditoriale. Merci beaucoup pour ces précisions. Richard Jacquemont, vous souhaitiez réagir? Oui, pour rebondir sur cette question de la traduction en arabe des auteurs arabes d'expression française, même au-delà de la littérature, parce que ça va beaucoup plus loin. Un des auteurs les plus lus en arabe traduit du français, à un moment donné, c'était pas un romancier, c'était islamologue et philosophe Mohamed Harkoun, par exemple. Mais pour rester quand même dans la question de la littérature et de ce cas très parlant des littératures maghrébines d'expression française, un des plus beaux exemples de traduction arabe de ces littératures, c'est ce qui s'est passé en Tunisie dans les années 80. C'était une collection qui s'appelait Raudat el-Nas, c'est-à-dire le retour du texte, publié ici à Tunis, par CRS, je crois, l'éditeur CRS. Non, ceux d'édition n'existaient même pas à l'époque, je crois. Je crois que c'était CRS. Non, c'est CRS, ouais. Et en liaison avec le Seuil, parce qu'il y avait beaucoup de textes du Seuil, et qui a permis de rétablir un peu cet équilibre, de ramener la traduction des textes maghrébins de l'Orient vers le Maghreb, parce que c'est vrai qu'au départ, ça s'était beaucoup fait au Liban, en Syrie. Un exemple très parlant, c'est la traduction de Nejma de Kateb Yassine, qui est le grand texte de la littérature algérienne, le grand classique, le plus ancien, le plus canonisé. Pendant très très longtemps, la seule traduction disponible, c'était une traduction syrienne publiée au Liban, jusqu'à ce que récemment, il y ait une traduction algérienne. Et donc, et alors, pour terminer sur Raudat el-Nas et le retour du texte, un des problèmes qui se pose dans l'édition arabe, qui, comme le disait Bassam Baraké, a beaucoup progressé au niveau de la traduction et il se fait beaucoup plus de choses. Par contre, du fait des problèmes du marché du livre arabe, de l'édition arabe, etc., une question intéressante à soulever dans le cadre de ces États généraux, etc., c'est la question de la constitution d'un fonds, d'un répertoire et de la pérennisation de ces traductions. Par exemple, c'était des très belles traductions dans Raudat el-Nas dans les années 80, mais on ne les trouve plus et elles ont disparu alors que c'était comme quelqu'un comme Salah Garmadi qui était un excellent traducteur tunisien. Et ces livres ont disparu de la circulation. Et c'est un problème général de l'édition arabe, mais de la traduction en particulier, c'est que les grandes traductions des années 60, 70, 80 disparaissent et ne sont pas rééditées. Il n'y a pas cette tradition. Garmadi, oui. Merci. Alors, je crois que vous souhaitiez réagir, Raja Ben Slama. Alors, j'aimerais dire que malheureusement, l'échec de la traduction n'est pas un cas particulier. Il y a très peu de... C'est comme l'amour. Hein. L'amour est malheureux, très souvent. La traduction, elle est souvent malheureuse. Elle est souvent... Pourquoi ? Parce que je pense que la traduction est un exercice très difficile qui exige... qui est constitué par, comme disait Paul Ricoeur, une construction des comparables et qui exige une maîtrise des deux langues. Ce n'est pas facile. J'ai lu très peu de traductions réussies et nos professeurs à la faculté
à l'université tunisienne nous disait toujours « Ne lisez pas les traductions, lisez les textes français en français ». Donc on se méfiait beaucoup des traductions et on disait en plus, on rappelait toujours l'adage « Le traducteur est un traître ». Bon, ça c'est un fait. Et il y a eu, par exemple, en Égypte, à un certain moment, le projet de la traduction de 1000 livres. C'était un échec total. Une tentative, enfin, il y a eu pour une fois donc une politique, une volonté de l'État, dans le cadre d'une politique culturelle. On a décidé de traduire 1000 livres. Eh bien, je pense que c'était un massacre de généraliser des livres traduits. Du français surtout, hein, parce que je ne maîtrise pas l'anglais, du moins. Alors, le deuxième point que j'aimerais soulever, c'est l'absence, encore une fois, l'absence de politique publique dans les pays arabes. Ce qui fait que très peu de grands écrivains d'Algérie ou de Tunisie, ou même peut-être le Liban, beaucoup moins, sont traduits. Je trouve malheureux que Abou Bakr Neji, l'auteur du livre obscur « La gestion de la sauvagerie », soit traduit. Il me semble avoir vu plusieurs traductions du même livre. C'est le manifeste du terrorisme. C'est le théoricien du terrorisme, Abou Bakr Neji, et son livre s'appelle « Idarat al-Tawahush », la gestion de la sauvagerie. Il me semble avoir vu plusieurs traductions vers le français de ce livre, alors que, par exemple, un grand philosophe tunisien, je parle de la Tunisie parce que je connais mieux la réalité, comme Fethi Meskini, n'est pas du tout traduit. Ni vers... lui-même, il fait des traductions de l'allemand, de l'anglais, mais ses écrits qui sont innovants, qui sont actuels, qui partent de la situation actuelle, etc., ne sont pas traduits. Une autre faille, ce sera la dernière remarque, c'est l'absence d'une politique de documentation dans les pays arabes. J'ai trouvé du mal à faire ce petit papier parce que les statistiques manquent, les bases de données chiffrées manquent. Je n'ai pas trouvé en ligne beaucoup de bibliographie nationale. J'ai trouvé la nôtre, la bibliographie nationale tunisienne, mais il y a très peu on n'est pas conscient de la nécessité de mettre en ligne les bases de données et on n'est pas souci de construire des bases de données. Et le dernier problème, c'est qu'est-ce qu'on a traduit? On n'a pas encore traduit vers l'arabe Freud à partir de l'allemand. Freud, l'œuvre complète, et je trouve ça déplorable aussi, l'œuvre complète de Freud est traduite principalement à partir du français. Merci. Alors juste, on est un peu pris par le temps. Je vous livre juste une question qui nous a été posée en ligne par un des auditeurs qui nous suit. Donc, Charbel Khoury, qui est étudiant à l'Université Saint-Joseph au Liban, et qui nous dit « Afin de rééquilibrer le rapport nord-sud dans l'édition et la traduction, est-ce qu'il faudrait développer l'apprentissage de la langue arabe en Occident, au Canada ou en France ?» Et c'est adressé à Simon Djokas ou Richard Jacquemont. Et ce sera le mot de la fin. Vous permettez, je pense que notre pays doit d'abord apprendre à maîtriser ces deux langues officielles, ensuite peut-être une langue autochtone, mais cela n'empêche pas qu'on ne devrait pas être curieux des cultures et des langues de d'autres personnes, de d'autres pays. Il y a une nuance à faire entre maîtriser une langue. D'ailleurs, sinon on deviendrait tous traducteurs et puis il y a des gens qui perdraient leur emploi. Je dis ça de façon... Mais donc pour moi, je ne pense pas qu'on a besoin d'apprendre la langue, mais la question est intéressante. Est-ce qu'il devrait y avoir plus de littérature arabophone traduite, accessible sur le territoire québécois? Assurément. Est-ce qu'il devrait y avoir plus d'ouvrages québécois traduits en arabe pour les pays du Maghreb? Assurément. Et je veux juste mentionner en passant qu'il y a eu à Québec Éditions une stratégie dans le cadre du Canada à l'honneur à Francfort. On devait être à l'honneur en 2020
il y a eu une pandémie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, et ensuite, on le sera plus ou moins cette année, en 2021. Mais tout ça pour dire qu'une stratégie que Québec Édition a mise sur pied, c'était d'inviter des traducteurs allemands au Québec. Parce que, comme vous le dites si bien, la réalité locale ne peut pas être comprise par un traducteur simplement parce qu'il parle la langue. Et les Allemands, qui étaient beaucoup plus sensibles à la réalité française, européenne, comprenaient mal des expressions québécoises, la saveur du Québec. Si je vous dis que moi, j'habite au premier, bien, chez nous, le premier, c'est le rez-de-chaussée, c'est votre zéro. Bien, si vous ne le savez pas, vous imaginez en le lisant que la personne habite au deuxième. Mais chez nous, le deuxième, c'est le deuxième, c'est pas le premier. Bon, comprenez? Mais c'est subtil. Il faut venir au Québec. Alors, je pense que s'il y a une chose à faire, c'est de trouver les moyens non seulement de conserver la richesse éditoriale. Regardez, un éditeur ne peut pas avoir les moyens de réimprimer ad vitam aeternam des livres s'il n'en vend que 2 par année. L'économique ne tient pas. Mais par contre, avoir une bibliothèque nationale, avoir une infrastructure qui permet d'imprimer à court tirage pour conserver dans les archives, je suis tout à fait d'accord. Mais ce que j'allais dire, finalement, j'oublie ce que j'allais dire, mais c'est bon. OK, merci. Peut-être, pour conclure, que la question se pose, vous souhaitiez peut-être répondre à cette question-là pour le côté français ou... Sinon, on va peut-être clôturer pour le coup... Ah, il y avait une dernière question. Oui, monsieur, est-ce qu'on peut lui donner un micro? Est-ce qu'il y a un micro pour la salle ou pas? Ah, vous aviez une question aussi. Alors, attendez. Alors monsieur, et je vous le ensuite. Ok, d'accord, on va y arriver. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Naama Almezni, la commissaire régionale de l'éducation à Tozeur. Le gouvernement de Tozeur situé au sud tunisien. Je veux parler de notre projet avec l'ONG Biblionef, qui nous a aidés à créer 2 médiathèques au sud tunisien. Ces médiathèques vont rayonner vers les écoles environnantes. C'était la naissance d'un réseau qui va renforcer l'accès à la lecture de la langue française. Aussi, elles vont encourager à lire en français et pourquoi pas rendre les comptes des pièces théâtrales après les traduire. C'est un projet pour nous innovant et nous remercions l'ONG pour son appui. Merci pour ce témoignage. Je ne sais pas si certains des intervenants souhaitent réagir. Sinon, on va prendre en même temps la deuxième question, parce qu'il faut qu'on clôture cette séquence. Allez-y, je vous donne la parole. Merci de me donner l'honneur de clôturer en intervention du public. Ce que je veux dire, en fait, ce n'est pas une question, c'est juste une observation de par la thématique même de cet atelier. Le problème de la traduction, ça ne se pose pas seulement en Tunisie ou en langue arabe. Elle est mondiale. Elle est mondiale et on ne peut pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la traduction est une photographie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous prenez une œuvre à l'origine et que vous donnez à quelqu'un d'autre de transcrire la réalité de la première création, vous n'aurez jamais la fidélité. Et si vous n'intégrez pas ça en mémoire, vous allez tout le temps accuser les gens et ce serait à tort. Parce que ce que mon inspiration en tant que Toussaint Adjati, poète écrivain, me donne à écrire, ne sera jamais original à ce que je donnerai, par exemple, à un traducteur, quel que soit son génie de traducteur, de me traduire et de dire. La preuve est que si mon enfant me dit quelque chose et que je veux rapporter ça à quelqu'un d'autre, je ne reste jamais fidèle à sa parole.
C'est pour dire la fluidité et la puissance même de la parole, dite, écrite et traduite. Moi, je veux vous inviter ici à comprendre ça. Parce que la création, c'est quelque chose de l'ordre parfois d'insaisissable. Moi, je n'accuserai jamais quelqu'un. C'est vrai, il y a des traducteurs dans le traducteur. Il y a ceux qui ne comprennent. Et je crois notre ami québécois ou canadien, il a souligné un point tout à l'heure par rapport à ça. Il y a des réalités qui varient d'un pays à un autre. Je vous donne un exemple. J'étais en COP 22 au Maroc. Alors que chez nous, on dit, je veux des crédits pour dire, je vais acheter des unités pour appeler. Donc, je vais dans les boutiques, pardonnez-moi pour cette anecdote, c'est juste pour illustrer mes propos. Je vais dans les souks pour dire, je veux des crédits. Les gars me disent, non, il n'y a pas de crédit. Je dis, mais pourtant, j'ai posé la question à quelqu'un, on m'a dit d'aller là. Et j'ai fait le tour de presque tous les souks jusqu'au bout, d'un bout à l'autre. Et c'est une dame que j'ai rencontrée qui me dit, monsieur, vous voulez quoi? Je lui ai dit, mais je vais acheter des crédits. Ça y est, je vais téléphoner à Paris, mais je manque de crédit. Il dit, mais si vous dites, vous voulez acheter des crédits, les gens croient que vous voulez de l'argent. Et vous ne dites pas ça, vous dites simplement que vous achetez des unités. Et je suis passé d'un autre, de cette boutique à l'autre, et j'ai dit, mais je vais acheter des unités. On me dit, oui, il y en a. Et on m'en a vendu. C'est comme ça. Chers amis, moi j'ai le plaisir de participer à ça et je m'arrête là, je n'ai même pas de questions à poser, c'est juste une intervention, une remarque. Merci de votre écoute. Une belle conclusion, on finira là-dessus sur les traductions comme des belles infidèles. Chacun conclura si c'est un hommage ou une traîtrise. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos interventions et merci au public d'avoir été présent.